Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Nous parlerons sport avec de l'athlétisme et un retour sur le meeting Hercules qui s'est déroulé vendredi soir au Stade Louis II. Du tennis avec la rencontre de Coupe Davis Monaco-Maroc au Monte Carlo Country Club. Nous évoquerons le rapport annuel du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés, à la médiation. Nous reviendrons sur le gala Mission Enfance avec pour thème James Bond et enfin un mot d'art avec l'exposition Tempo à découvrir à l'Opéra Galerie. Et ouvrons donc ce journal avec un retour sur le meeting Hercules qui a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses vendredi soir au Stade Louis II. La soirée a notamment été marquée par le record du monde de Dibaba sur 1500 mètres. Retour sur ce meeting exceptionnel avec Émilie Rousseau. Les organisateurs d'Hercules nous avaient promis du beau spectacle. Eh bien, le show a été au rendez-vous vendredi à Monaco avec de très belles performances. Débutant par le temps fort de cette soirée, le record du monde de Dibaba sur 1500 mètres. L'Éthiopienne a fait tomber le record devant un stade plein à craquer, record qui était jusqu'alors détenu par une Chinoise depuis plus de 20 ans. Une performance exceptionnelle. J'avais déjà fait un temps inférieur la semaine dernière à l'entraînement à Barcelone et je savais que je pouvais le battre ici à Monaco. Néanmoins, le 1500 mètres est une discipline très physique, dure et compliquée. Asbel Kiprop n'a pas été loin non plus d'inscrire son nom dans l'histoire. Le Kényan était à seulement 69 centièmes du record d'Hicham El Guerrouj, vieux de 17 ans. Le champion olympique de Pékin réalise tout de même la 3e meilleure performance de tous les temps et bat par la même occasion le record du meeting. Lui était attendu à la perche, Renaud Lavillenie a renoué avec la victoire en Diamond League. Il s'impose avec un saut à 5,92 m dès sa première tentative, avant d'échouer à 6,02 m. Pour moi, il y a plein de choses. Il y a déjà un superbe échauffement qui m'a vraiment bien rassuré. Et puis d'ailleurs, une entrée en concours qui n'a jamais été faite à 5,80, 82, 92 au premier essai qui m'assure la victoire, qui est quelque chose de très important dans l'optique d'être champion du monde dans un mois. Et puis voilà, des bonnes tentatives à 6 mètres. Donc clairement, en fait, être capable d'avoir retrouvé un petit peu d'énergie, retrouver une bonne transmission sur le décollage pour que les sauts partent. Donc voilà, quand on voit les sauts à 6 mètres, il y a un peu de frustration parce que on dit que ça peut vraiment rester. Mais voilà, c'est la loi du sport, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais l'avantage, c'est que voilà, c'est une 4e victoire à Monaco et ça fait plaisir. Et d'autant plus qu'il y avait une superbe ambiance. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment touchant pour nous. Si Renaud Lavillenie sautait pour ainsi dire à la maison, lui qui effectue régulièrement des stages au Stade Louis II, le local de l'étape vendredi soir s'appelait Bricetes. Sur 800 mètres, le Monégasque en pleine progression réalise son meilleur temps de l'année. Bon, aujourd'hui le chrono est là sans être là, parce que je fais une 48-22, je bats mon meilleur temps de la saison. Puis je fais le même qu'en 2011. Voilà, le problème c'est que j'étais bien jusqu'au 600, et ce qui a été rare toutes les fois où j'ai couru ici. Et là, dernier 200 vraiment dur, et je pense que j'ai trop ralenti dans le dernier virage pour pouvoir aller chercher une 47 bas. Mais bon, je recours dans une semaine à La Roche-sur-Yon, donc j'espère faire une 47 là-bas. Autre résultat à retenir, celle de Djokovic. Au lancer de poids, l'Américain réalise une marque à 22,56 m, soit la meilleure performance de la saison, mais également le record de la Diamond League et du meeting. Puis de record donc pour Hercules qui est en passe, on l'espère, d'être une nouvelle fois sacré meilleur meeting de l'année. Voilà pour les temps forts de ce meeting Hercules. Le recordman de France et co-recordman d'Europe du 100 mètres, Jimmy Vico, était lui attendu sur 100 mètres. Jimmy a terminé 3e de cette course en 10,03. C'est sans surprise l'Américain Justin Gatlin qui s'est imposé en 9 secondes 78. On écoute les deux athlètes. Je suis ici parce que je fais 10,03 alors que je pensais faire mieux. Bon, je suis quand même 3e de la course et j'ai encore un jour au moins. Je suis le gratin mondial, mais bon, le chrono est vraiment décevant, donc je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, parce que c'était vraiment une course test pour toi, une confirmation par rapport au record que tu venais de faire. C'est ça, donc non, après le record, je ne le vois pas tous les jours, donc je pensais faire moins de 10, donc là je fais 10,03, donc je suis un peu déçu. Bon, je vais rester avec mon coach et après il y a Londres. Je me sens bien, vous savez, c'est la dernière étape avant les mondiaux de Pékin, donc je voulais voir où j'en étais dans ma saison.
J'ai fait une très bonne course, je bats le record du meeting. Juste avant, on fait une belle perf en 4x100, donc c'est un succès ici. Un mot sur Hercules, que pensez-vous de ce meeting ici à Monaco ? Vous savez, il y a pas mal de gens qui ont une image feutrée du public de la Principauté, mais c'est faux. Ce stade est rempli d'énergie et d'excitation, les gens veulent voir du spectacle, donc nous sommes là pour leur en offrir. En sport, toujours en tennis, Monaco affrontait le Maroc ce week-end en match de barrage de Coupe Davis et les Monégasques se sont imposés 3-1. Un succès synonyme de maintien dans la zone 2 du groupe Europe-Afrique. Regardez le résumé du double et du simple décisif de dimanche avec Fabien Bonilla et des images d'Olivier Bonello. Nous nous étions quittés à 1-1 après les rencontres de vendredi. Le double de samedi est donc très important. Christophe Boggetti, le capitaine, a décidé d'aligner ses 2 joueurs de simple. Benjamin Balret et Romain Arneaudo, ici en bas de l'écran, sont face au joueur numéro 1 marocain, Lamine Ouahab, et Younes Rachidi. Le premier set sera expéditif. Les Monégasques ne laissent aucune ouverture et aucune faille à leurs adversaires. 6-0. Les Marocains, piqués dans leur orgueil, s'accrochent pour remporter le deuxième set au tie-break. La partie est relancée, Romain et Benjamin reprennent le jeu en main au troisième set, 6-4. Les Monégasques poursuivent leurs efforts, voici la balle de match. Résultat final, 6-0, 6-7, 6-4, 6-2. Le double, ça va vite, ça se joue à pas grand-chose. Et à un moment donné, au second, on mène 4-1, on se fait remonter 4 partout et c'est vite un peu la panique. Voilà, et eux, ils prennent confiance et les vases communicants et on perd le second. On est un petit peu, on prend un coup sur la tête parce qu'on se dit on a dominé tout le second et on le perd. C'est assez dur et puis finalement, voilà, on fait. Après, on commence à perdre au troisième et on s'est bien ressaisi avec Ben. On ne l'a pas trop paniqué et puis on a gagné après 6-4, 6-2. Et après même physiquement le double il était dur donc il a fallu s'accrocher. Je sais que pour les autres aussi c'était dur, peut-être pour ça qu'on a gagné aussi. Le lendemain dimanche, une rencontre en présence du souverain, rencontre qui peut déjà être décisive et salvatrice pour Monaco. Les 2 joueurs numéro 1 sont face à face. Benjamin Balret n'est pas au meilleur de sa forme, il s'est blessé à la cheville la semaine précédente. En face, Lamine Ouahab effectue une très bonne saison. En revanche, il sort du ramadan et n'est pas forcément préparé au mieux. La rencontre sera en tout cas très belle avec de très beaux échanges. 2 joueurs puissants en fond de cours, ils se font courir mutuellement. À 5 jeux partout, Benjamin, en bas de l'écran, prend le service de son adversaire au bon moment et confirme sur son propre service. Le Monégasque décroche le premier set, 7-5. Deuxième set, Lamine Ouahab, en bas de l'écran, continue de mettre la pression sur le Monégasque. Le Marocain appuie sur l'accélérateur et empoche le deuxième set, 6-4. Benjamin sera plus combatif dans le troisième avec notamment de très beaux points gagnants, 6-3 pour le Monégasque. Quatrième set, Benjamin a un coup de mou et laisse échapper les premiers jeux. Il est mené 3-0. Le Monégasque se ressaisit, il remonte au score jusqu'à 4 jeux partout. Il break son adversaire, 5-4, service à suivre. Benjamin Balret sert pour la victoire et le maintien de Monaco dans le groupe 2. Voici la balle de match, un service gagnant. Résultat final, 7-5, 4-6, 6-3, 6-4. On va dire délivré parce que quand on est mené 4-1 au second set et puis que Benjamin prend la chaleur et qu'il n'en peut plus, je ne sais plus quoi lui dire parce que j'ai tout dit et puis c'est force de volonté, force de courage et puis après on voit, on regarde quoi. Voilà, la délivrance est venue petit à petit à 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, fantastique quoi. Bon moment. On sent la délivrance là, non? Ah oui, c'était incroyable la fin de match là. Je pensais pas pouvoir le faire. Alors quand j'ai la première balle de match là, j'ai envoyé tout ce que j'avais et puis j'étais à la limite des crampes parce que là, attention la chaleur, tout quoi, l'ambiance était fabuleuse, j'avais des frissons. Et puis voilà, c'est match de la victoire. Je fais plaisir pas qu'à moi, mais à toutes les personnes qui étaient là, donc c'est fabuleux. Monaco reste donc dans le groupe 2. Prochain rendez-vous, le premier tour de cette compétition en début d'année 2016.
Une dernière information avant de refermer cette page sportive, notez la très belle performance du judoka monégasque Jan Sicardi qui a terminé 5e au Grand Slam de Tyumen en Russie. L'équivalent d'un grand chelem en tennis, Jan Sicardi a notamment dominé l'Autrichien Pecher, médaillé olympique et champion d'Europe. Prochain grand objectif pour Jan, les championnats du monde fin août à Astana au Kazakhstan. Et direction le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Cette toute nouvelle entité vient de sortir son premier rapport annuel. Vanessa Dessy a rencontré Anis Wood qui revient sur ce premier rapport d'activité. Sa vocation est d'être un outil d'accompagnement des administrés pour tout ce qui relève des difficultés avec l'administration et les services publics. Le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation est une institution publique, gratuite et facile d'accès. Séjour des étrangers, emploi, activités commerciales, santé, vie quotidienne. C'est un outil de dialogue et de proximité qui a surtout un rôle de recommandation. L'esprit de la médiation, c'est, il faut le rappeler, on peut toujours faire le mieux possible, personne n'est infaillible. Et toute organisation peut avoir une appréciation qui ne soit pas juste d'une situation, tarder dans ses réponses. Et pour l'administré, c'est important d'avoir une voie amiable pour essayer de résoudre la situation, de la même manière que pour l'administration, il est utile, par l'intermédiaire de ce processus, d'avoir la possibilité de corriger spontanément le tir et de réparer ses erreurs ou de prévenir les dysfonctionnements lorsqu'il y en a. Je pense que la principale mission qui m'a été confiée par le souverain en me nommant à cette nouvelle fonction, c'est de parvenir à l'ancrer dans les habitudes, à ancrer la médiation administrative dans les esprits. Et bon, c'est vrai que ça ne coule pas forcément de source. Pour l'administration, qui n'a pas concrètement l'habitude de devoir dialoguer avec une entité extérieure et indépendante, je le rappelle, d'ouvrir ses dossiers, de prendre en compte ses avis. Donc il y a un véritable travail de pédagogie. Le premier rapport annuel vient de paraître. Il présente le fonctionnement du nouveau dispositif de protection des droits et de médiation mis en place et rend compte de l'action du Haut Commissariat au titre de sa première année d'activité. Si je fais le bilan de l'année écoulée, je pense que d'emblée on peut dire que c'est une nouvelle institution qui a répondu à un véritable besoin, puisque dans 2/3 des cas, lorsque nous avons estimé la réclamation justifiée, notre intervention a permis de déboucher sur une issue amiable, ce qui veut dire que des situations qui seraient restées dans l'impasse ou qui auraient pris une tournure conflictuelle avant l'existence de cette institution, désormais peuvent être réglées de façon apaisée. Donc c'est déjà un bon témoignage de l'utilité du Haut Commissariat. Au niveau des chiffres, je dirais que pour dresser un bilan global de l'année, nous avons eu 65 saisines, environ 2/3 de recevables. La plupart ont concerné la mission de protection des droits des administrés. Les réclamations dans le second volet de nos missions qui concerne la lutte contre les discriminations sont restées peu nombreuses. C'est difficile d'interpréter la raison de ce faible nombre de requêtes, mais je pense globalement que cette seconde compétence de l'institution est mal connue encore. Pour ce second exercice, l'action du Haut Commissariat débuté l'an passé est naturellement appelée à se poursuivre et à s'amplifier par la mise en place de nouvelles initiatives. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Direction le Yacht Club de Monaco où se tenait dimanche une conférence en présence du prince Albert II. Au programme, la présentation du projet Pristine Seas dédié aux mers encore vierges et à la préservation de leur écosystème. Et notez également que l'association Futurum fête son 5e anniversaire après la projection de l'opéra Death and the Powers ce week-end au théâtre Princesse Grace. Une soirée sera organisée mardi 27 juillet. Soirée au cours de laquelle sera décerné le Futurum Award à l'artiste catalan, musicien et interprète Neil Harbisson pour son implication dans l'utilisation des nouvelles technologies au service de l'art et de la science.
Nous vous proposons à présent de découvrir un reportage consacré à la soirée de gala de l'association Mission Enfance à laquelle participait le Prince Souverain. Une soirée qui a notamment permis d'évoquer la grande vente aux enchères qui aura lieu le 24 juillet. Sandrine Nègre. Le thème de cette soirée, James Bond, était tout aussi insolite que le lieu choisi pour l'organiser, les hangars de Monacair à l'héliport. Une soirée de gala pour Mission Enfance, cette association qui depuis plus de 20 ans mène des projets à travers le monde afin d'offrir notamment des écoles aux enfants victimes de la guerre ou de la pauvreté. En 2014, 40 000 enfants ont reçu l'aide précieuse de l'association, du Liban à l'Irak en passant par la Syrie. Nous avons dans chacun des pays des coordinateurs locaux qui sont salariés de l'association et qui sont un petit peu la courroie de transmission entre le siège social et les enfants que l'on aide sur place dans les différents pays dans lesquels on est actif. Et je pense que quand on est maman soi-même, c'est quelque chose qui nous touche naturellement, surtout quand on a la chance d'avoir élevé des enfants dans un pays aussi merveilleux que le nôtre et pour pouvoir donner une petite chance, se sentir peut-être un petit peu utile et tendre la main vers d'autres enfants qui n'ont pas la même chance que les nôtres. Justement, j'avais encore ce soir un interlocuteur qui est en Syrie, à Damas, et qui recueille justement dans les camps qui sont autour de la capitale syrienne des enfants ce que je lui disais, nous les nourrissons aujourd'hui, mais essayons justement de mettre à profit ce temps où ils sont isolés de leur lieu d'origine, de leur maison, de leur village, dans des conditions qui sont difficiles, mais apportons-leur aussi une éducation. Et c'est ce que nous essayons aussi de mettre sur pied, c'est-à-dire que l'école doit être un lieu de vie et d'avenir, et non pas être juste perfusé et attendre la manne, mais il faut construire, il ne faut surtout pas s'arrêter sur l'avenir de ces enfants, donc il faut y travailler en permanence, c'est ce que nous faisons. J'ai un souvenir d'enfants que j'ai croisés récemment en Afghanistan, où nous construisons aussi des écoles malgré la guerre, malgré ces événements dramatiques de ce pays. Et j'étais il y a un mois en Afghanistan et je me souviens d'enfants qui disaient « Revenez, même les mains vides, mais revenez ». Cette soirée de gala en présence du président d'honneur de Mission Enfance, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, a ainsi permis la récolte de fonds pour poursuivre tous ces projets liés à l'enfance à travers la vente de lots prestigieux. Autre événement qui permettra le développement d'actions humanitaires, la vente aux enchères d'art et d'ardoise dont les œuvres étaient présentées ce soir-là. On a demandé à des artistes connus internationalement de créer une pièce unique pour notre association qui sera donc vendue aux enchères le 24 juillet grâce au partenariat avec l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo et de créer sur ardoise parce que l'ardoise c'est pour nous le symbole et la thématique de l'école et de l'enfance. Et on a des pièces excessivement intéressantes, vraiment très différentes les unes des autres. Ça n'est pas forcément que sur la matière ardoise, mais des fois les artistes ont joué avec la couleur de l'ardoise et je vous invite à venir le 24 juillet pour découvrir ça au Salon Bellevue du Café de Paris. La vente aux enchères d'art et d'ardoise aura lieu le vendredi 24 juillet au Salon Bellevue du Café de Paris avec le concours de l'Hôtel des Ventes Monte-Carlo. Le catalogue pour découvrir les œuvres est en ligne, alors n'hésitez pas. Un mot d'art avant de refermer ce journal avec une nouvelle exposition à découvrir à l'Opéra Galerie, une exposition présentée en association avec Mission Enfance. Émilie Rousseau vous en dit plus. C'est l'histoire fascinante de 5 décennies d'art qui est relatée actuellement à l'Opéra Galerie à travers plus de 70 œuvres. Tempo met en lumière de grands artistes du XXe et du XXIe siècle, des impressionnistes, des contemporains ou encore des icônes de l'art moderne qui ont transformé et influencé le paysage culturel de leur époque. Vous êtes dans ce qu'on appelle, nous, la Black Room, la chambre noire. C'est là où on met beaucoup d'œuvres donc de l'art moderne. C'est-à-dire que derrière vous, vous avez un mur avec 4 Picasso, 2 toiles, 2 dessins extraordinaires. Vous avez derrière moi un très beau Marc Chagall. Donc ici, on a regroupé, autant que faire se peut, les pièces maîtresses. Vous avez aussi un Miro à ma droite. Dans la rotonde qui est à côté, on a essayé de mettre plutôt donc, ces peintres abstraits dont je vous ai parlé, à savoir les Turisimetti, Bonalmui et ce genre de choses.
chose. On a une pièce qui est encore après, où on a fait un espace qui est encore beaucoup plus contemporain, c'est-à-dire des peintres des peintres ou des sculpteurs qui sont dans les 50 ans, comme de Madame Frédérics, comme Umberto Mariani. Donc voilà. Donc si vous voulez, on a des pièces qui sont plus ou moins réservées à des catégories effectivement d'époque, on va dire. Ici, Chagall, par exemple, cohabite avec Matisse, Valdès, Soulages et Miro. Cette exposition est une occasion rare de revivre cette période de l'histoire de l'art, et ce à travers différents mouvements artistiques. Présent dans une dizaine de villes à travers le monde, Opéra Galerie Monaco se détache des autres galeries en proposant chaque été une exposition unique. On a décidé il y a maintenant, ça fait 6 ans que la galerie est ouverte, et on a décidé il y a 5 étés de cela, d'organiser au mois de juillet et au mois d'août un rendez-vous. On a beaucoup de collectionneurs dans le monde entier qui tournent, et très souvent, durant l'été, ils passent à Monaco. Vous savez que Monaco est une destination de rêve, et au mois de juillet et au mois d'août, il y a pas mal de gens qui passent. Donc on a décidé, si vous voulez, de faire un rendez-vous ici, de collecter les œuvres, de les présenter et de faire une exposition. Chaque année, l'exposition a un thème différent. Cette année, donc, c'est Tempo, parce qu'on a beaucoup axé sur ces Italiens dont je vous ai parlé. Voilà, mais on avait par exemple, Icons of Art il y a 1 an, on a eu une exposition Picasso il y a 4 ans de ça. Donc c'est vraiment le rendez-vous important pour Opéra Galerie Monaco durant l'été. Tempo à l'Opéra Galerie est donc à découvrir jusqu'au 31 août prochain. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps fera-t-il en ce début de semaine? La réponse avec vos prévisions météo. Mardi, journée belle et chaude avec de rares nuages. Il fera 27 degrés le matin et 31 l'après-midi. Mercredi, persistance du soleil et de la chaleur avec une maximale de 31 degrés. Jeudi, temps assez ensoleillé, il fera très chaud et lourd. Et enfin, vendredi, du soleil avec quelques nuages sans détérioration du temps. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en intégralité sur Monaco Channel. Je vous quitte sur ces images du feu d'artifice pyromélodique tiré samedi soir en principauté par la Belgique. Des images d'Olivier Bonello. À très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.